Vers quoi on va? Qu'est-ce qui nous attend? La crise derrière nous, c'est fini, on va vers une vraie reprise. Les années à venir, les mois à venir, qu'est-ce qui va se définir? Non, la crise n'est pas derrière nous. Enfin, tout dépend de ce qu'on appelle crise. Il y a une crise sans doute qui est devant nous. C'est que va devenir l'économie américaine dans 5-10 ans. C'est un grand point d'interrogation. C'est comme le Japon. Pour le moment, il ne se passe rien. Il faut voir que, par exemple, je prends l'exemple du Japon, mais les États-Unis vont sans doute suivre la même voie. Vous avez 200% du PIB de dette publique. En Grèce, il y en a 140%. Au Japon, les taux d'intérêt sont à 1,2. En Grèce, ils sont à 10 et quelques. Donc, il y a quand même un certain nombre de craintes dans les tuyaux, si je puis dire. Et cette crise de la dette souveraine européenne, on attend le dernier moment d'un défaut. Finalement, on fait quelque chose. C'est mal fichu. Ça avance, mais beaucoup trop lentement. Donc, on n'est pas sorti. Alors justement, on va plus se concentrer sur l'Europe. Qu'est-ce qui va se passer en Europe? Quelle va être la nouvelle donne en Europe? Et puis la France aussi dans tout ça. Bon, la France, elle est dans un... Bon, la nouvelle donne en Europe, vous avez deux sortes de pays. Vous avez ceux que certains appellent les pays du cœur de la zone euro, où vous avez l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas, la France, etc. Donc disons, il y a 80%, pour faire simple, de la zone euro, qui ne va pas trop mal. Et vous avez 4 pays qui sont dans le collimateur, j'allais dire. Bon, il y a eu la crise grecque, qui n'est pas terminée, loin de là, la crise irlandaise. On parle beaucoup du Portugal. L'Espagne est un peu fragile également. Donc tous ces pays-là vont connaître une croissance du type 0, 0,1, 0,2, peu importe pour l'Espagne, et encore une récession l'année prochaine, comme cette année, comme l'année dernière, pour les 2 premiers que j'évoquais. Donc ça n'est pas une situation... mirobolante, mais enfin le cœur de la zone euro ne va pas plus mal en termes de croissance que ça n'était le cas avant la crise à l'heure actuelle. Ça, c'est une première chose. Alors, la France elle-même, c'est autre chose, parce que la France, elle tient finalement à cause d'une certaine inertie de la consommation, qui est vraisemblablement due au fait que vous avez tout de même l'État, au sens large du terme, si on ajoute les régimes sociaux, les collectivités locales, qui moulinent 55% du PIB, voire plus. Ça, c'est assez stagnant, ça freine quand la reprise est là, et c'est un parachute quand on va dans l'autre sens, j'allais dire. Bon, alors cela dit, il y a énormément de fragilités dans l'économie française qui sont bien connues. Quand il y a quelques années, enfin il n'y a pas quelques années, il y a quelques mois d'ailleurs, on a parlé de menaces sur l'euro. Est-ce que cette menace existe encore ? Non, je crois qu'il y a il y a plusieurs choses. Il y a de l'idéologie qui existe depuis avant même que l'euro soit créé. Il y a des gens qui n'ont jamais voulu de l'euro, soit par idéologie, soit par intérêt. Imaginez que les pays qui ont des excédents et qui vont qui vont replacer ces excédents aux États-Unis, les replacent ailleurs. C'est pas très bon pour les taux américains. Moi, je me suis baladé, j'ai fait des roadshows au moment du lancement de l'euro, dans le monde entier. J'essaye de faire de la contre-information à l'heure actuelle, mais dans le bon sens, en expliquant, les gars, la semaine prochaine, l'euro sera encore là. On me dit, oui, mais Philippe, vous savez, on a reçu 5 banques américaines la semaine dernière qui nous ont dit qu'il y en avait pour 15 jours. Ça fait 1 an que ça dure. Donc, on est un petit peu dans ce paysage. L'euro n'est pas en cause, véritablement. Imaginez que l'euro n'ait pas été là. Imaginez simplement la crise de subprime qui n'était pas chez nous, qui était de l'autre côté de l'Atlantique. Eh bien, je vous prie de croire que le franc français, la lire et quelques autres auraient dévalué comme des malades contre le mark, comme c'était le cas donc à plusieurs reprises dans le passé. Ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a la même monnaie qu'est l'euro. Donc il y a de la défiance, je dis n'importe quoi, sur la Grèce par exemple. On va vendre des titres grecs pour acheter des titres allemands. Alors ça fait baisser les titres grecs, ça fait monter les titres allemands, tout ça est dans la même monnaie. Il faut bien voir qu'avant la crise grecque, dont le summum a été au mois d'avril l'année dernière, vous aviez un euro contre dollar qui était un peu au-dessus de 1,3. C'est tombé au pire à 1,18, 1,19 quelques jours.
quand il y a eu quelques anticipations du fait que M. Bernanke allait faire marcher la planche à billets, l'euro est reparti dans l'autre sens comme un malade. Il s'est quasiment rien passé, il est toujours resté surévalué. Donc ce n'est pas un problème d'euro, c'est autre chose. Quoi? Mais c'est le problème de la dette en monnaie domestique, la monnaie domestique étant l'euro, de la dette excessive d'un certain nombre de pays, d'une part, et de la lenteur et du dysfonctionnement dans les processus avec lesquels on essaye de régler cette affaire de dette. Tout le monde sait ce qu'il faut faire. Il faut faire du fédéralisme budgétaire. Tout le monde le sait. On le savait avant que l'euro soit fait. On a lancé l'euro en disant, bon, bah, finalement, ça viendra, mais ça ne vient pas beaucoup. Hein, il y avait des pays, ils n'aiment pas trop contribuer au financement de certaines régions vers le sud. Ben, il y a des pays qui n'aiment pas non plus venir faire un peu de solidarité avec les autres pays membres, disons. Bon, voilà. C'est un problème politique, plus politique alors? C'est un problème économique, mais quand pour des raisons politiques, on ignore la réalité économique, ça a parfois des effets néfastes. Le monde entier a les yeux rivés vers ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée et vers les pays donc, du Moyen-Orient. On a vu que ça a un impact énorme sur le prix du pétrole. Qu'est-ce qui risque de se passer? Bien, écoutez, je vais vous dire, je n'en sais rien. Si vous me faites un scénario pour me dire tel pays va être touché, là, je vous ferai peut-être une réponse. Non, tout dépend, là où s'arrête, si on reste rivé sur le prix du pétrole, je dis, tout dépend où ça s'arrête. Bon, pour le moment, le prix du pétrole a beaucoup monté, mais c'est une histoire de 15 jours ou 3 semaines, si je me souviens bien. Naturellement, ça ralentit. Ça ne fait pas une crise du type premier ou deuxième choc pétrolier pour 2 ou 3 raisons essentielles. Ça a quand même beaucoup impacté. Non, mais c'est une hausse du prix du pétrole. C'est très désagréable. Moi, comme je vous disais tout à l'heure, je prends ma voiture tous les matins, mais j'ai un parking de chaque endroit, et là où je vais, là où je passe, il n'y a pas beaucoup de circulation, ça me permet d'écouter la radio. C'est pour ça que je suis contre ceux qui sont contre la voiture. Il ne faut pas que je fasse de politique. Lui, il prend une seule mobilité. Mais je vous réponds en une seconde. Simplement, si vous voulez, vous avez 2 choses. À chaque fois qu'on fabrique un point de PIB, on utilise moins de pétrole qu'avant. Non seulement parce qu'on est plus efficace, mais aussi parce qu'il y a plus de services. Un service, ça utilise moins de pétrole que la sidérurgie ou autre chose. Et deuxièmement, il n'y a pas les mécanismes d'indexation tous azimuts qu'on connaissait il y a 30 ans. Donc ça a changé beaucoup l'affaire. Il n'y a pas de cercle, prix du pétrole, indice des prix, salaire, coût, indice des prix, et la roue tourne, j'allais dire. Ça, c'est les années 70, c'est fini. Si vous deviez dire un mot de conclusion, ce serait sur cette crise, sur ce qui nous attend, en 2 mots? Ils sont vaches, les journalistes, parce qu'ils arrivent toujours à coincer les gens. Hein. Écoutons notre banquier central. Ça s'adresse à qui vous voulez. À ceux qui le prennent comme tête de turc. C'est un message. Philippe Darviznet, merci beaucoup.